Jean Robic est mort, me dit-on. En 1980, j'ai 11 ans et c'est pratiquement à son décès que j'entends la première fois ce nom. Le nom d'un champion, un champion d'un autre temps, le temps des bagnards du vélo, perchés sur des montures acier de 20 kilos facile, roulant sur des routes défoncées la plupart du temps, enchaînant des étapes de 260 à 300 km par jour sur les grands tours. Mais Robic ne s'apparente pas qu'à cette autre époque des Spartiates. Robic est Robic, un petit bonhomme laid comme il n'est pas permis de l'être, mal fichu, une tête de pioche au sens propre et figuré. Un gars du Morbihan, près de chez moi, à Radenac, disons à 13-14 km, puisque je suis natif de Rouen. C'est aussi un peu pour ça que je voulais raconter l'épopée de ce voisin. Mais pas seulement. Son père, se prénommant Jean, est charpentier à Radenac et ancien coureur cycliste, avant que n'éclate la guerre 14-18. Ayant eu la chance d'y survivre, il installe dans un premier temps sa famille, son épouse et ses 3 filles dans les Ardennes, car la région dévastée a besoin de bras pour sa reconstruction. C'est donc à l'extrémité de sa région d'origine que naît Jean en 1921. La famille finit par revenir à Radnac en 1924. Il prend une licence à l'UC-Auray. Il figure rapidement parmi les tout meilleurs dans les courses régionales des juniors. Bien que dénigré par les journalistes locaux en raison de sa silhouette ingrate, imaginez un peu, il ne dépasse pas le mètre 57, ses premiers bons résultats l'encouragent à monter vers la capitale en 1940. La guerre annule les grandes courses internationales, mais elle n'empêche pas la tenue des courses amateurs nationales. Hébergé par une tante dans le 13e arrondissement et embauché chez un marchand de cycles à Boulogne-Billancourt, il est recruté en 1942 par un club de renom, le Club sportif international. Ses résultats durant l'occupation sont encourageants. Mais étant né en 1921, il peut risquer à partir de 1983 d'être enrôlé dans le STO et de partir en Allemagne. Prudent, il déménage fréquemment, s'arrange pour dormir dans des lieux différents. Il travaille un temps sur un chantier autour d'un terrain d'aviation dans le Vexin, à 60 km de Paris, et il fait les retours à vélo tous les jours. Les belles places d'honneur sur des courses contribuent à sa progression. En 1944, il passe professionnel. Début hélas fortement perturbé par une chute sur la classique Paris-Roubaix, qui lui cause une fracture du crâne. Mais Biquet a la tête dure et finit par s'en remettre. Échaudé par cet accident, on le verra très souvent ensuite affublé de ce drôle de casque en lanière de cuir qui lui vaudra ce célèbre surnom tête de cuir. En 1945, il décroche le titre de champion de France de cyclocross. Réalise une saison sur route honorable. En 1946, il participe à Monaco-Paris, une sorte d'ancêtre de Paris-Nice. Une épreuve internationale lors de laquelle il décroche une étape et une belle 3e place au classement général. En 1947, malgré de belles victoires sur les cyclocross, le début de saison sur route se fait discret, à tel point que l'entraîneur de l'équipe de France lui précise qu'il ne fera pas partie de la sélection pour cette saison au cours de laquelle sera organisé le premier Tour de France d'après-guerre, le Tour du Renouveau. Et puis de toute façon, les cadres nationaux misent tout sur leur prodige, René Vietto, désigné par le staff comme probable futur vainqueur du Tour. Robic se rabat sur l'équipe de l'Ouest, dans laquelle il est retenu. Le 25 juin, 4 jours après s'être marié avec Raymonde Cornic, la plus belle bretonne du 14e arrondissement de Paris, Robic se présente au départ de ce premier Tour de France. Forcément le plus beau, avec ses 5 équipes nationales, Belgique, France, Italie, Suisse, Pays-Bas, et 5 équipes régionales, dont l'équipe de l'Ouest. Ils sont 100 coureurs au total sur la ligne de départ. Qui parierait alors sur un petit bonhomme caractériel et taillé comme un arbuste déplanté? Qui plus est, il n'appartient même pas à une équipe nationale, et pourtant le héros ce sera lui. Tout ne peut pas plus mal commencer pourtant, et quand on reprend les historiques des étapes, on peine à croire qu'un retard de 18 minutes au classement général peut être quasiment rattrapé le lendemain. Vraiment une autre époque. Du côté de l'Alsace, Robic remporte une étape, regagne du temps dans les Alpes, en repère avant l'arrivée sur la Côte d'Azur. Le lutin, comme on le surnomme aussi, pointe désormais à 23 minutes du leader, Vietto. Cela semble cuit. Avant la grosse étape pyrénéenne, un de ses équipiers demande à Robic: c'est quoi la stratégie maintenant? Alors, son leader de répondre: je pars dès le début et j'arrive seul.
Et Biquet fait exactement ce qu'il dit. Il file en échappée avant le premier col, le Père Sourde, et passe en tête les trois autres monstres, Aubisque, Tourmalet, Aspin, avant de l'emporter à Pau et de reprendre 15 minutes à Vietto. Une grande partie de la victoire finale va se jouer en Bretagne, justement, entre Vannes et Saint-Brieuc lors d'un contre-la-montre individuel de 139 km. René Vietto, maillot jaune depuis 10 jours, concède dans cette étape 15 minutes, et toute chance de devenir le vainqueur du Tour de France. Quant à Robic, deuxième de l'étape, on peut dire qu'il a limité les dégâts. Il est désormais troisième du classement général à 3 minutes du nouveau leader, l'Italien Brambilla. La petite histoire retient que Robic aurait balancé à la figure de son entraîneur sa paire de chaussures parce que ce dernier lui aurait dit de se contenter de cette belle troisième place. Non, vraiment, ce Tour de France, symbole d'une liberté retrouvée, ne ressemblera jamais à aucun autre. Magie du sport. Quand elle opère, il ne faut pas gâcher son plaisir. Dernière étape avant de rejoindre le vélodrome des Parcs des Princes, Caen-Paris, 257 km. Une étape mythologique, encore plus fort que mythique. L'histoire, la grande cette fois, qui bascule dans la côte de Bon Secours. À 130 km de la capitale, Robic, qui sème Brambilla, qui intègre dans l'échappée finale Fachedner, un membre de l'équipe de France, à qui le petit breton aurait promis la somme de 100 000 francs s'il parvenait à lui faire prendre un maximum d'avance sur ses adversaires. Sans avoir porté une seule fois le maillot jaune, Robic recale les Brambilla et autres Vietto à plus de 10 minutes au classement final et entre définitivement dans la légende. La carrière professionnelle du nain jaune se termine en 1961, sachant que son assiduité tient surtout jusqu'à 1956. Il ne gagnera plus jamais le Tour de France, ce qui ne l'empêchera pas de se construire un beau palmarès. Champion du monde de cyclocross, victoire d'étape sur le Tour, porteur du maillot jaune en 53. Après 1945, l'équipe de France lui tend régulièrement les bras, mais les responsables techniques n'auront jamais l'audace de lui apporter un rôle de leader. Un rôle que l'on préfère donner au superbe Louison Bobet. Pour qui, pourquoi? Peut-être ce physique désavantageux qui ne lui accordait pas la légitimité d'un René Vietto ou d'un Louison Bobet. Ou encore plus vraisemblable, ce caractère de cochon qui a de quoi effrayer plus d'un collègue. Il faut dire que Tête de Cuir n'est pas avare d'ironie envers ses concurrents, voire même de partenaires, puisque dans sa verve de titi parisien breton, Louison Bobet devient Louisette Bonbon. Lol. Chouchou du public, Jean Robic nourrit des symboles forts, celui de poser des bidons en plomb de 10 kilos pour descendre plus vite l'école, et aussi surtout celui de verser de l'agnole dans sa gourde lors des grandes courses. Notre Astérix de Radnac avait une sacrée potion magique, on demande à voir. Mais cela participe à la magie de cette époque où les caméras n'étaient pas sans cesse braquées sur les coureurs. Ces anecdotes transmises de génération en génération restent propices à bien des fantasmes, et Dieu sait si Robic en a alimenté. Le personnage est mort comme il a vécu, de manière totalement romanesque, pour ne pas dire vaudevillesque. Mis au monde, semble-t-il, dans l'auberge où travaillait sa mère en tant que serveuse, Robic a terminé sa vie dans un accident de voiture, après une soirée fortement arrosée dans un relais hôtel-restaurant, après avoir surpris sa petite copine dans la chambre d'un copain. Fâché comme un roquet, bien alcoolisé aussi, Jean a voulu rentrer chez lui à Paris, malgré les mises en garde avisées de ses camarades. Cette fois, Tête de Cuir n'aura pas survécu à ce choc si violent. Son Odyssée passe sous un camion. Entre-temps, il avait beaucoup perdu. L'argent, Raymond qui avait fini par le quitter, la sérénité en vertu de l'alcool consommé en grande quantité. Mais la légende, elle, a cet avantage qu'elle ne disparaîtra jamais. En cette année 2021, sans cet accident, Biquet aurait peut-être eu 100 ans.